c'est une belle projection. Je vais vous demander d'applaudir Thomas Lutti qui nous fait plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Là, j'ai encore le projecteur dans les yeux. Margot, elle dit je vous demande d'applaudir. Non, je vous demande d'accueillir. Ils applaudissent s'ils ont envie. Tu vois, ça, c'est bon. C'est notre musculaire. Elle est très fatiguée. Elle a beaucoup travaillé sur le film. Elle n'y est pour rien. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je suis ravi de vous rencontrer. Alors, je sais que dans la salle, il y a des blogueurs, je crois. On dit comme ça. Des influenceurs. Est-ce que c'est le bon terme, blogueur? J'ai l'impression que c'est pas terrible ce terme. Si, c'est bien. Est-ce qu'il y a des blogueurs dans la salle, quoi? Ouais. Il y a un blogueur, ok. Il y a une blogueuse. Est-ce qu'il y a des étudiants en médecine? Je crois qu'il y a des étudiants en médecine aussi. D'accord. Donc Ah, les blogueurs, elles sont en haut, en fait. Alors, je voudrais quand même dire aux blogueurs, et je vous assure que c'est pas des magots. Moi, ça fait des années, ça fait 3, 4, 5 ans, je suis évidemment cinéphile, comme vous tous, ou la plupart d'entre vous, j'imagine, je ne lis plus la presse, la critique, on va dire, officielle, quoi. Je ne lis plus que les blogs, vraiment. Alors, on croit qu'il n'y a que les vingtenaires qui lisent des blogs, c'est faux, toutes les générations lisent des blogs, et tant mieux, et heureusement. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand j'ai envie de savoir un peu s'il faut aller voir un film, ce que les gens en pensent, bah, c'est sur Internet que je trouve, en tout cas, la prescription, l'envie d'y aller, ou au contraire, le découragement pour y aller. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même encore un lieu, j'espère, il faut que ça le demeure, en tout cas, de parole relativement libre, contrairement malheureusement à la presse en France qui est en souffrance et qui, pour plein de raisons, n'est pas tout à fait libre de ses propos, trop souvent malheureusement, des fois pour le bien et puis des fois pour le mal des films. Mais en tout cas, voilà, donc c'est vrai que c'est important pour moi de vous montrer le film, qu'on puisse en discuter, qu'on puisse échanger autour de ce film. Voilà, il aura peut-être plu à certains, peut-être pas à tout le monde, peu importe, c'est pas le but d'un film. Moi je commence à comprendre ça, c'est mon 4e long métrage, que voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais si on plaît déjà à certains, et si le film est un petit peu important pour certains d'entre vous, je trouve que c'est déjà beaucoup. Vous savez, ce film, moi quand je l'ai fait, évidemment, il y a toujours, dans mon envie de cinéma, il y a une envie de divertissement, de faire un cinéma ludique, et puis il y a aussi envie de faire un cinéma qui est ancré dans des problématiques contemporaines. Et là, en fait, ce qui m'a donné envie de faire ce film, avant tout, c'est j'avais envie de filmer la jeunesse, de filmer la jeunesse telle qu'on ne la voit pas trop au cinéma, voire jamais, c'est-à-dire une jeunesse au travail, qui a soif de savoir, soif d'apprentissage, soif de connaissance, et non pas, alors ça aura peut-être déçu certains, mais moi c'était important, pas une jeunesse oisive, pas une jeunesse désœuvrée, pas une jeunesse qui ne pense qu'à faire la fête. Voilà, ça c'était un choix, parce que je crois qu'elle existe, je sais qu'elle existe, je sais qu'elle est présente dans les universités, dans les classes prépa, dans les IUT, dans les BTS, en tout cas toutes ces études supérieures post-bac, où on met beaucoup de bâtons dans les roues aux jeunes gens. Et c'est vrai que la première année commune d'études de santé, qu'on appelle de façon un peu abusive la première année de médecine, mais c'est réducteur, parce que c'est aussi les infirmiers, c'est aussi les pharmaciens, les dentistes, les sages-femmes, les kinés parfois. Et voilà, cette première année commune d'études de santé, elle est particulièrement à l'image de la violence des études supérieures dans bon nombre de filières sélectives en France. Voilà, j'ai fini avec ce petit topo. C'était juste histoire de vous dire un petit peu le plaisir que j'avais à vous rencontrer. Et l'idée, évidemment, c'est d'échanger. Vous avez des questions à me poser. Moi, j'essaierai d'y répondre. Je suis un peu fatigué, non pas du tout que ce soit un problème que je sois fatigué, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je vais essayer de mettre le plus d'énergie possible dans le débat et qu'on puisse échanger et discuter. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que quelqu'un se sent prêt à prendre la parole en premier ou pas? Voilà. Alors, à part vous, est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, je plaisante, monsieur. Allez-y. Non, moi, j'étais pas bien pour un film. Ok, vous aviez quoi, mal au ventre? Vous aviez envie d'aller aux toilettes? Vous n'aviez pas assez mangé? Non, vous dire s'il y a un souci. sérieusement, non, c'est juste parce que j'ai fait une passée il y a 1 an. Donc, c'est bien que le film est quand même relativement réussi.
mais. Relativement fait très peur. C'est parce que justement, en fait, ça finit sur un happy ending relatif, encore une fois, mais pourquoi finir là-dessus alors que c'est tout sauf ça. Moi, ça m'a fonctionné. Ah, bah tant mieux, c'est l'objectif de cette fin. Je vais vous expliquer ce que j'ai essayé de faire. Vous n'avez pas commencé à vous engueuler, quand même. Moi, je vais vous dire ce que j'ai voulu faire. Et je vais vous expliquer pourquoi cette fin. J'en ai tout à fait conscience. Que l'happy ending, je ne suis pas tout à fait d'accord. Le terme d'happy ending. Moi, je suis un spécialiste de la happy ending. Alors attention. J'ai écrit un bouquin là-dessus. Non, j'aime beaucoup les happy end. Mais pourtant, de tous mes films, je pense que c'est celle où la happy end est la moins évidente. Vous l'avez peut-être pas vu, mais j'ai fait un film il y a 2 ans qui s'appelait Médecin de campagne avec François Cluzet. Le gars commence le film, il a une tumeur dans le cerveau comme ça. Et à la fin, il est guéri. Là, je peux dire que c'est de la happy end. Là, c'est le niveau extrême de la happy end. Bon. Donc déjà, j'aime la happy end et je m'en défends. Pourquoi? Parce que moi, je suis spectateur aussi. J'aime le cinéma, on va dire, au sens noble du terme de divertissement. Ça va du cinéma d'auteur pointu parce qu'il peut divertir aussi, le rapport intellectuel au cinéma populaire, que ce soit de la comédie ou du cinéma de genre. Et ben, j'aime, c'est vrai, en tant que spectateur, et ben, partir avec une note d'espoir, avec quelque chose de positif. Donc c'est ça, c'est mon goût de la happy end. Mais là, encore plus que ça, j'avais envie de dire, dans ce film, à la représentation très réaliste, puisque comme vous le dites, vous vous êtes senti pas très bien parce que ça vous a rappelé, je pense, des mauvais souvenirs, des souvenirs d'angoisse, de concours, de peut-être d'échecs, etc. Donc voilà, des choses personnelles. Et pourquoi pas? Je veux dire, c'est très bien aussi qu'un film puisse remuer et questionner. Mais à la fin, moi, j'avais envie de montrer des personnages qui se conduisent comme des héros de cinéma et pas comme moi je me serais conduit. C'est-à-dire, à un moment donné, se dire « Ok, le système il est pourri, mais si on se conduit comme Benjamin, c'est-à-dire si on est capable de cette générosité, et non pas d'un sacrifice. Benjamin, il arrête l'éthique parce qu'il n'a pas... vous allez commenter tout ce que je dis là? C'est ça le principe du blogueur? Vous êtes ingénieur en médecine? Voilà, c'est les pires. Hein. Le blogueur est là, l'étudiant en médecine, dans le genre casse, machin, il est là. Mais j'ai une affection dingue pour les étudiants en médecine, vous savez. Donc prenez pas au sérieux tout ce que je dis, c'est parce que je suis fatigué que je fais des blagues un peu. Mais je continue à répondre sérieusement. Le principe de cette fin, c'est de se dire on a un personnage qui est capable de générosité, de bienveillance, qui n'est pas un méchant, qui est un gentil, il ne veut pas faire médecine. La générosité veut ce que moi j'ai été incapable de faire. Moi je suis médecin, j'ai fait une première année de médecine, j'avais pas spécialement envie d'être médecin, mais j'ai gardé ma place. Et ben aujourd'hui je fais du cinéma, je fais plus de médecine. Donc il y a peut-être chez moi l'envie de me dire, et si j'avais été Benjamin, qui me ressemble par certains côtés, mais que j'avais été un Benjamin exemplaire, qui est bien plus beau que les individus qu'on trouve dans la vie de tous les jours, et j'aurais donné ma place. Là où il y a la pièce, c'est que coup de bol, la place elle revient à son copain. On est d'accord, mais ça c'est mon goût du romanesque et de la pirouette finale. Mais par contre, j'aime cette idée, non pas du sacrifice, mais de la générosité. Et parfois, je trouve que c'est une façon de pirater le système, de le pirater sans violence, sans révolution et sans mettre une bombe dans un amphi. Et bien finalement, peut-être que changer le système, c'est aussi d'essayer de ne pas accepter la façon dont le système a tendance à nous travestir, à nous rendre compétitifs, individualistes, en rivalité, comme le montre le film dans ses études qui sont particulièrement dures et violentes. Donc c'est pour ça que j'avais envie de raconter ça. C'est que finalement, c'est des jeunes gens, et ben ils ont réussi à le contourner, ce système injuste, une seule forme de reproduction. Je sais que je vous ai hyper convaincu, vous allez rentrer chez vous, vous allez vous dire, mais cette fin est géniale. Voilà, non, et j'accepte complètement que ça puisse, on se dise, ah, c'est pas la fin que j'aurais voulu. Mais vous savez, ça c'est ça qui est magique au cinéma, c'est quelle aurait été la bonne fin pour ce film. Ce film, la vraie fin de ce film, la fin la plus probable, c'est qu'aucun des deux n'a leur concours. C'est 83-84% des gens n'ont pas leur concours. Imprimant, il a 7 à 8% de chance de l'avoir, son concours, et le triplant, il ne l'a pas. Donc aucun des deux n'a leur concours. Ok, le film est terminé, c'est plié, vous rentrez chez vous. Moi, ça, je ne suis pas capable de... Je ne fais pas le film pour que ça se finisse comme ça. Il fallait trouver autre chose. Bon, est-ce que je vous ai un tout petit peu convaincu? Moi, je m'attendais à un film ultra descriptif et uniquement descriptif. Ah ouais, mais là, c'est un documentaire. Non, je vais faire une fiction. Un truc hyper important,
Oui, mais vous avez attendu ça aussi parce qu'à un moment donné, vous étiez là-dedans, dans cette description, dans ce côté documentaire du film. Le film, pour moi, il ne pouvait pas être que ça. Moi, ce qui nourrit souvent mon envie de faire du cinéma, c'est le mélange, c'est la rencontre, justement, d'un aspect très documentaire et réaliste, que j'essaie d'avoir dans mes films, d'être le plus fidèle à la réalité, sans être trop rébarbatif et donneur de leçons, et tout ça en le mélangeant avec, justement, et faire épouser mes histoires par des personnages qui sont relativement héroïques, à leur manière, et qui s'inscrivent dans une histoire romanesque. Et c'est peut-être là que voilà, ça vous a sorti un peu du film, parce qu'en plus, vous êtes particulièrement concerné. Est-ce qu'il y a une autre question ? Déjà, merci pour le film. Qu'est-ce qui a motivé votre choix d'avoir pris pour le scénario quelqu'un qui a l'air de totalement s'en foutre dès le départ et quelqu'un qui est stressé au point d'en terminer à l'hôpital, ce qui est quand même assez rare en fait dans les deux cas, parce qu'on n'arrive généralement pas dans ces études totalement au hasard et sans s'être un peu renseigné. Vous n'allez pas, Maxime, commenter toutes les questions. Moi, je suis venu, je fais le débat. Mais attends, c'est des vraies questions. Non, mais vous avez raison. Non, mais j'adore, c'est que dès qu'il y a une question, c'est super. Alors, je ne sais pas ce que on dit, mais moi, j'ai le sentiment que, déjà, c'est pas si rare, peut-être pas de finir à l'hôpital, mais vraiment des réactions violentes face à l'échec, à la difficulté, notamment pour quelqu'un qui redouble. Là, il se trouve que c'est un triplant, c'est un peu exceptionnel. On va dire pour un redoublant, c'est plus classique. D'être vraiment dans un moment où on perd pied, je crois que c'est assez fréquent. Il ne faut pas vous dire que c'est 80% des étudiants. Ça m'est arrivé, mais pas au point d'en terminer à l'hôpital. Vraiment. Oui, bah voilà, là on allait un peu plus loin, mais pourquoi pas terminer à l'hôpital? Pourquoi pas? C'est quelque chose d'assez fréquent. Après, sur le personnage de Benjamin, le côté il ne sait pas ce qu'il fait là, c'est pas tout à fait vrai. Pour moi, il sait ce qu'il fait là. Il fait là parce qu'il y a une logique à aller faire des études supérieures. Dans sa famille, on fait des études supérieures. On ne va pas, après le bac, s'arrêter. C'est la logique du bac, mais après, c'est d'aller faire des études, et si possible, des études un peu prestigieuses. Qu'est-ce qui s'offre à lui comme études prestigieuses? Notamment médecine, parce que son père est médecin, et qu'il y a quelque chose, et je crois que le film le raconte quand même, qui se joue entre lui et son père, quelque chose de mal digéré, un besoin de reconnaissance, un besoin d'exister, de s'affirmer, avec un grand frère en plus qui prend déjà pas mal de place en termes de succès scolaire. Donc je crois que c'est ça le personnage de Benjamin. Il ne sait pas très bien, il n'a pas de bonne motivation à venir. Moi c'était mon cas. Je me suis retrouvé en première année de médecine, je vois exactement le cas de Benjamin, père médecin, mère universitaire, je ne sais pas très bien. Je sais pourquoi je suis là, mais je sais que c'est des mauvaises motivations. Voilà, c'est ça la vraie raison. Ça ne fait pas de lui qu'il n'est pas doué. Après, le personnage, en plus interprété par William Egil, ben voilà, il porte ça, le côté un peu, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Mais sincèrement, moi, quand je suis arrivé, et pourtant, comme le personnage de William, je suis issu de la classe moyenne, mais supérieure, avec un accès à la culture, à l'apprentissage scolaire, tout ça, hyper facilité, une mère prof. Quand je suis arrivé en première année de médecine, je vous assure que les premières semaines, je ne comprenais rien à ce qui se passait. J'ai mis quand même 15 jours, 3 semaines avant d'avoir le déclic. En fait, c'était quoi le déclic? C'est comprendre qu'il fallait bosser. Moi, je ne le savais pas. Après, c'était il y a 25 ans. Les études étaient déjà ressemblaient beaucoup à celles d'aujourd'hui. Mais en revanche, elles avaient comme particularité, peut-être, qu'on avait comme particularité d'être moins au courant. On était moins informés qu'aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, les terminales, les bacs S, parce que c'est essentiellement des bacs S qui vont en médecine, ont quand même une idée assez précise de ce qui les attend. À mon époque, il y a 25 ans, un petit peu moins. Et c'est vrai que je me souviens de cette violence. Juste pour rebondir encore sur le, entre guillemets, burn-out du personnage de Vincent Lacoste, on a ça c'est vrai en première année, mais en fait, ce problème des troubles anxieux, psychologiques, etc., perdure après. En deuxième, en troisième année, en quatrième année, vous le savez certainement. Oui, non, mais bon, je vous regarde vous n'avez pas la question, mais j'en profite pour répondre à tout le monde. Et voilà, ça perdure. On a des étudiants en médecine, pas pour tous, il y en a qui vivent très bien leurs études de médecine, mais un très grand nombre, trop grand nombre, en souffrance, en difficulté, qui n'arrêtent pas de dire que leurs études, que ce sont des études violentes, difficiles parce que grosse charge de travail, difficiles parce que ce qu'on y découvre et ce qu'on vit est dur, la maladie, la mort, la douleur, tout ce que vous imaginez bien, et qu'en plus, l'enseignement de ces études se fait encore dans une culture quand même d'un enseignement hiérarchique et relativement violent. Donc c'est une plainte qu'on entend beaucoup des étudiants
notamment en médecine, et avec cette compétition qui naît dès la première année et qui finalement va rester chez le futur médecin, renforcé par ensuite un deuxième concours qui arrivera en fin de 6e année, mais qui devrait a priori lui aussi être supprimé. Voilà, donc c'est une réponse un peu longue, un peu technique, pas parce peut-être pour les non-étudiants moins passionnantes, mais c'était pour essayer de vous répondre le plus complètement possible. Mademoiselle, là-haut? Je me demandais pourquoi on n'entend pas du tout parler de la prépa dans le film, sachant que c'est quand même en grande partie grâce à ce système qui est passe. Vous êtes étudiante aussi en médecine? Ouais. Alors, juste pour ceux qui ne sont pas du tout étudiants en médecine, elle dit la prépa, en fait, elle parle des prépas. Vous parlez des prépas privés. C'est-à-dire qu'il y a des organismes qui sont de plus en plus répandus, il y en a énormément, ce sont des prépas privés qui ont pour but de profiter finalement d'un système qui est à bout de souffle, qui est le système universitaire de la première année comme études de santé, qui est le système qui est quand même une université publique, et donc de dire aux étudiants qui ont les moyens de se payer ces prépas, en parallèle de leur cours à la fac, de suivre un autre cursus parallèle pour les aider à les préparer au mieux au concours. C'est devenu toute une économie, c'est devenu tout un commerce, un business. Moi, j'ai horreur des prépas. Je les déteste profondément, mais je ne peux pas imaginer à quel point. Et donc, j'ai fait le choix de ne pas en parler. Pourquoi? Parce que je n'ai pas réussi. C'est-à-dire que ma détestation est tellement évidente qu'il y a quelque chose de tellement manichéen dans la façon de dire les prépas, voilà, c'est de la saloperie, que j'ai préféré ne même pas le dire parce que je trouvais que c'était presque contre-productif. Par effet par esprit de contradiction, je me dis, le spectateur, il aurait tellement entendu que la prépa c'est nul, je me dis, en fait, ça aurait presque donné l'envie au spectateur d'aimer la prépa par esprit de contradiction. Donc j'ai fait un autre choix qui est un peu plus léger, c'était de parler du tutorat. Voilà, moi je trouve qu'il y a un truc qui est magnifique dans la première année de médecine, c'est le tutorat. Le tutorat, c'est ce qu'on voit au tout début quand William arrive et qu'il demande le stage de pré-rentrée, il apprend qu'il y avait un stage de pré-rentrée. Ce sont des étudiants en 2e, 3e, 4e année qui prennent de leur temps bénévolement pour aider les premières années. C'est quasiment le seul endroit, je vous assure, en PACES où il y a de la transmission du savoir, où il y a des jeunes gens, ce sont des étudiants, ce ne sont pas les profs, qui vont transmettre un peu de leur savoir, de ce qu'ils ont vécu en première année, et de façon très sérieuse, en organisant des concours blancs, en organisant ce qu'on appelle des calls, etc. Donc ça, j'avais envie de le montrer. Alors des fois, les gens du tutorat me disent oui, c'est une vision un peu caricaturale, ils sont tout avachis, ils sont tout mous, etc. Franchement, moi j'ai 42 ans, vous vous rendez pas compte, mais ils sont souvent tout mous et tout avachis quand même. Et ça n'empêche pas qu'ils sont formidables de faire du tutorat, et j'encourage tous les étudiants en médecine ici dans la salle de participer au tutorat une fois qu'ils sont en 2e, 3e, 4e année. Voilà, c'était la raison. Bonjour. Bonjour. Bon déjà merci pour le film. Merci à vous. Et moi j'ai trouvé ça super réaliste. Et merci. Ça fait du bien de vivre la princesse sur un siège de ciné plutôt que sur un banc d'amphi. Et vous avez fait PACES? Ouais, c'est ça, je suis en 2e année là. Ah ouais, vous avez réussi en plus. Et médecine, pharma c'est ça. Ok. À Paris 6. Paris 6, top, il y en a plein de Paris 6 dans le film. Merci pour votre témoignage. Super. Et vous l'avez eu primant ou doublant? Primant, Primant, c'est ça? Quoi? On peut avoir le classement? Ouais, c'était différent à l'époque parce que nous, on était, les facs, il y en avait beaucoup plus. On était 500, il y avait 72 places, et j'étais premier. Non, je plaisante, 62e. 61, 62, je me souviens. Bravo. Merci à vous. Tout là-haut, après on descend, comme ça on fait un garçon. Comme ça, sur ce que je dis. Moi j'ai une question, c'est pas en rapport avec les études de médecine. Ah, super. Par rapport au film. En fait, j'ai du mal à voir la direction que vous vouliez prendre avec la relation entre le personnage principal, joué par William, et sa voisine. Et j'adore cette question, c'est toujours un jeune garçon qui la pose. Comment vous êtes identifié ça? Parce qu'à la base, je pensais qu'il y aurait une sorte de relation un peu mère-fils, vu qu'il habite plus chez lui, quoi. Ouais. Comme par exemple, il lui a amené des repas, ou des fenêtres, tout ça. Et puis après, avec le temps, c'était pas vraiment comme ça en fait. Moi, personnellement, qui ai couché avec ma mère. Non, je comprends ce que vous voulez dire. Vous trouvez qu'elle fait très très âgée par exemple? Ouais, elle est maternante. Elle est pas maternelle, elle est maternante, je crois, si on veut être précis. Je peux vous répondre ou pas?
J'adore ce personnage, moi, à titre personnel, j'aime bien cette relation. C'est un personnage, je parle de la jeune fille qui s'appelle, dans le film, je crois que c'est jamais dit, elle s'appelle Lénie, et dans la vraie vie, elle s'appelle Noémie. Elle est philippine. Et ce que j'ai voulu raconter, c'est deux choses. Au premier degré, évidemment, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est plutôt l'idée, et c'est pas tout à fait ce que vous dites, parce que finalement c'est le deuxième degré dont vous parlez, mais le premier degré, c'est qu'au fond, ce personnage de Benjamin, progressivement, la médecine, les études en tout cas, vont tellement l'envahir qu'il n'y a plus de place pour des histoires d'amour, et qu'au moment où, et c'est pourtant à 18-19 ans, ça prend quand même beaucoup de place dans la vie, au moment où il devrait l'embrasser, notamment sur le toit, tout est fait pour, quoi. Je vois pas ce qu'elle peut faire de plus, à part lui signer un papier qu'il a le droit d'embrasser. Moi, j'aurais bien aimé, parce que je flippais un peu d'embrasser, donc j'aurais bien aimé avoir un papier signé. Mais lui, je pense que Benjamin aussi. Il est sur le toit, et ben, il parle de mitochondrie. Voilà, il ne peut pas l'embrasser, il n'y arrive pas. Parce que la médecine a pris toute la place. Peut-être aussi parce qu'il est un peu timide et mais en tout cas, voilà, la médecine à ce moment-là a pris toute la place. Ça, c'est au premier degré, tout le monde l'a à peu près compris, voilà, la situation, etc. Après, il y a le deuxième degré que j'ai essayé de mettre. Ça, c'est un truc que j'ai découvert au fur et à mesure que je faisais le film. Je ne suis pas sûr que c'était complètement dans le scénario. L'idée un peu maternante, ça vient du fait que, finalement, c'est quasiment la seule personne qui va prendre soin de lui. D'ailleurs, elle est traitée différemment des autres personnages du film. On ne la verra jamais, évidemment, à l'université, mais surtout, elle est quasiment irréelle. On ne sait pas très bien si elle existe pour de vrai, parce que elle arrive, elle rentre directement chez lui, elle lui donne du poulet. Moi, ça m'est jamais arrivé. Ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous rapporte à bouffer, quoi, alors moi, la seule fois où une personne est rentrée c'était d'ailleurs une jeune femme philippine, parce que j'habitais aussi dans une chambre de bonne, qui est rentrée, c'était pour m'engueuler, parce que mon réveil sonnait le week-end quand j'étais pas là et ça l'a réveillée. C'était pas pour m'amener à manger. Donc c'est quand même un peu rare. Donc il y a ce côté-là un peu idéalisé de ce personnage, mais j'avais envie de raconter, elle est l'opposé de Benjamin. Elle est en dehors de son monde, de ce qu'on appelle, les sociologues parleraient d'exogamie, quoi. C'est vraiment ce qui est le plus loin de lui. Elle est philippine, elle ne parle pas français, elle fait des babysitting, on imagine qu'elle socialement elle est plutôt déclassée, etc. Alors que lui, il a tous les atouts de son côté. Et pourtant, il est attiré par elle. Pourtant, le contact passe, quoi. Et ça me fait penser que Benjamin, il a le goût, il a l'attirance pour l'autre et pour ce qui est différent de lui et pour l'ailleurs, quoi, en fait. C'est comme une invitation au voyage. Il est attiré par quelque chose qui ne rentre pas dans son éducation, son monde à lui, ses habitudes, ses coutumes. Et cette idée-là, moi, elle me plaît. L'idée que Benjamin, il a un truc en plus. Il ne va pas s'intéresser à la fille qui fait première année avec lui et qui a exactement les mêmes centres d'intérêt que lui, qui vient du même milieu que lui. Il est attiré par ce qui est très différent de lui. Voilà, pour moi, ça définit en partie le personnage de Benjamin. Et c'est aussi pour ça qu'il ne peut pas y avoir d'histoire d'amour. Bonsoir. Je ne sais pas où vous êtes. Je suis là. Bonsoir. Moi, je ne suis pas du tout étudiante en médecine. Vous sortez de la salle, s'il vous plaît. Moi, j'ai quand même adoré. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Vous avez beaucoup plus adoré que peut-être les étudiants. Oui. En tout cas, le jeune homme il est parti. Qui a fait une passesse et c'est un peu secoué. Mais je me suis posé une question en fait, c'est comment vous avez fait pour travailler avec les acteurs et même pas seulement les deux protagonistes, tous les autres pour que ça paraisse si réel. Moi, je comprenais absolument rien. Et je me suis dit, Vincent Lacoste et William Levy, ils n'ont pas l'air d'avoir fait des études de médecine, enfin ils m'ont dit un peu. Vincent Lacoste est cardiologue. Non, évidemment, c'est pas si incroyable ça. Je me suis demandé comment vous aviez travaillé, est-ce que vous avez répété. Ouais, on a beaucoup travaillé. En fait, j'ai beaucoup travaillé en immersion avec eux, pas du tout le texte, etc. Parce que ça, c'est leur boulot à eux, ils l'apprennent et puis après, on travaille sur le plateau. Mais on a beaucoup travaillé en amont et en même temps pendant le tournage, grâce à tous ces figurants qui sont venus travailler avec nous et toutes ces scènes où il y a quand même beaucoup de monde, même dans les couloirs, dans les escaliers. On n'a pas tourné dans l'université en activité, quoi. La faculté continue à vivre, mais il n'y avait pas de gens qui passaient devant la caméra, ça c'est pas possible. Donc tout ça, ce sont des figurants, mais ce sont pour la grande majorité d'entre eux, quasiment 100%, des vrais étudiants en médecine, qui sont venus jouer le jeu, de venir faire de la figuration dans le film. Et en fait, ces jeunes gens, qui étaient en deuxième, troisième, quatrième année, parce que les premières années, comme on le voit, ils ont pas le temps de venir faire du cinéma, ils nous ont envoyé, amené une énergie, une connaissance, la réalité de la jeunesse d'aujourd'hui dans les universités, et notamment en PACES. Ça, c'est un cadeau inestimable.
Je pense que le courant est passé entre eux et les comédiens, entre eux et moi, on s'est parlé. Voilà, il n'y avait même pas besoin de se parler, en fait, ils ont amené ça. Et je pense par mimétisme, William et Vincent, ils ont épousé finalement l'énergie que leur donnaient tous ces figurants. C'est particulièrement vrai, pour donner un exemple, du concours que je recrée à Villepinte, qui est un concours entièrement recréé. C'est pas le vrai concours que j'ai filmé. C'est le concours c'est le concours Villepinte à l'identique, mais avec des figurants, entièrement faux, quoi. Et ce qui était beau, c'est que les étudiants qui sont venus faire ce concours, ils avaient passé le concours il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Et je peux vous assurer que l'état dans lequel ils sont mis, tellement c'était réaliste au moment du tournage, ils ont revécu l'angoisse, les visages qui se marquent. Quand on les voit à la fin taper sur les tables, c'est pas moi qui à ce moment-là leur dis maintenant vous tapez sur les tables, c'est que spontanément ils se sont remis comme ils l'avaient fait devant toi à taper sur les tables. Évidemment, moi je l'ai filmé, j'ai laissé faire et Vincent et William se sont mis à jouer avec ça. Et c'est ça, je pense, qu'amène le réalisme. Après, les termes techniques, les glycogénolyses, les phosphoglucomutases et tous ces trucs-là, vous ne comprenez rien. De toute façon, j'y comprends pas grand-chose moi non plus, parce que j'ai oublié, parce que de toute façon c'est débile, c'est du bachotage et que c'est pas vraiment un savoir qui reste et qui demeure parce qu'il n'y a pas de réflexion associée à ce savoir, etc. Ils l'ont appris par cœur et puis on a répété et puis parfois vous n'avez pas vu tous les rushs, quoi. Hein, mais toutes les fois, au lieu de dire phosphoglucomitase, ils disent phosphoglucomatuse ou je sais pas quoi, et puis on refait et on finit par y arriver. Alors, il y avait d'abord une question là, après on remonte et on descend. Ok ? Monsieur. Bonsoir Thomas, bonsoir. Merci beaucoup. Alors, je ne suis pas étudiant en médecine, je pense que ça se voit, mais merci pour le film, il est vraiment très agréable. Il rappelle beaucoup Hippocrate dans certains messages qui sont passés. Alors ma question est, est-ce que vous définiriez comme un cinéaste engagé ? Est-ce qu'il y a un message par rapport au système de santé, à votre rôle de médecin ? 2, à un moment donné, William dit... ça tient plus du reptile que de l'être humain. C'est ce que vous pensez du médecin aujourd'hui ? Et dernière question, je suis désolé d'en poser plusieurs, mais est-ce que vous pensez que ça a encore du sens d'apprendre la médecine telle qu'on l'apprend aujourd'hui et qu'on l'apprenait il y a 25 ans, alors que la masse de connaissances a complètement explosé et que le digital est passé par là ? Oui, évidemment que le film il est politique, derrière ses allures un peu de divertissement, le côté un peu ludique, le fait d'avoir ces 2 acteurs qui ont un vrai potentiel comique, le fait que c'est un romanesque, comme on en a parlé, que j'assume pleinement. Mais évidemment que le film il est politique, elle a envie de raconter un peu ce que je crois être, ce qui a été défini par les doyens de l'université comme une boucherie pédagogique. Mais au-delà même de cette première année de communauté de santé, c'est plein de filières comme ça. Il y a 80% d'une classe d'âge qu'on amène au bac, et puis une fois le bac passé, on leur dit, mais en fait, il n'y a pas de place pour tout le monde. Vous voulez faire quoi ? Médecine ? Non, il y a 15% qui feront médecine, 17%. Vous voulez faire du droit ? C'est compliqué. Vous voulez faire une prépa aux grandes écoles, rentrer dans les grandes écoles d'ingénieurs ? Non, il n'y a pas de place non plus. Donc c'est ça. Ça, c'est très violent, je pense, pour les jeunes gens. Et depuis qu'ils sont petits, on leur dit, il y aura nous-mêmes, notre génération aussi, on nous dit, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Vous n'êtes pas bon en maths au lycée ? La moitié des portes se ferment, voire les 3 quarts, voire les 4/5e. Vous ne faites pas telle option, pareil. Donc il y a ce truc d'angoisse latente, et je trouve que c'est violent pour les étudiants, et je ne suis pas sûr que c'est comme ça qu'on les met dans les bonnes conditions pour apprendre un savoir qui est aussi passionnant et qui est aussi essentiel que celui qui permet de devenir médecin, et notamment comment on fait pour les sélectionner avec un concours déconnecté de la réalité de la pratique médicale, qui n'est plus donc une sélection mais qui est quasiment une élimination. Le doyen, il y a un doyen que je filme, qui est la seule vraie image documentaire du film, où le doyen de Clermont-Ferrand, qui m'a donné l'autorisation d'utiliser son image, dit voilà, les étudiants d'aujourd'hui sont encore plus performants que ce que nous on était à notre époque, et qu'on ne sait plus comment faire. Donc en gros, on nous montre le nombre de questions. S'il m'avait dit, en gros, on a pris des gars pour leur mettre des coups dans les pattes pour qu'ils se cassent la gueule et qu'ils ne puissent pas avoir leur concours, on a l'impression qu'il dirait la même chose. Donc il est devant un constat d'échec. Donc évidemment que cette dimension politique, je l'assume. Je ne crois pas qu'on forme des bons médecins en stimulant l'esprit de compétition, de rivalité, d'individualisme. C'est évident que pour former des bons médecins, on a intérêt à essayer de développer chez eux le sens de l'empathie. L'empathie, ça s'apprend, ça se développe. Le goût de l'aide à la personne, etc. Il y a plein de qualités humaines qu'on peut développer. Donc pour toutes ces raisons-là, évidemment, et je me pose la question de savoir pourquoi il y a une telle défiance aujourd'hui dans la société. Après, on n'est pas obligé de répondre tout sérieusement, mais là, je suis vraiment sérieux. Pourquoi il y a une telle défiance, et moi qui adore mon métier de médecin et qui adore les médecins, les soignants en général, les infirmiers et les infirmières, pourquoi il y a une telle défiance vis-à-vis notamment des médecins en France ? Les médecins sont mal aimés aujourd'hui en France. Pourquoi ?
Peut-être parce que la façon dont ils sont formés participe à créer participe à, on va dire, à formater des médecins qui, pour la plupart d'entre eux, évidemment, on ne peut jamais généraliser, mais ne font plus ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire la pratique médicale telle qu'on l'aime, c'est-à-dire la pratique hospitalo-universitaire, la pratique dans les lieux où il manque de médecins, etc. Voilà, ça c'est toute une constatation générale, mais que je ne suis pas le seul à faire. La preuve, là, le gouvernement a annoncé récemment qu'ils allaient peut-être réformer les études de médecine, on peut l'espérer. J'espère qu'ils prendront les bonnes décisions, mais en tout cas, on est face à un problème, et le film se veut ce constat-là, clairement. J'ai répondu à peu près à tout. Ouais, la place du digital dans les études demain. Je déteste le web, je déteste Internet. Ouais. Non, vous n'avez pas commencé en disant ça, donc. Oui, évidemment, je sais très bien. Non, la place du digital, oui, c'est des études qui sont un peu archaïques, les études de médecine, elles sont un peu en retard. Elles sont en retard, ça fait 45 ans qu'elles sont prodiguées de la même manière, elles sont très hiérarchiques, je l'ai déjà dit, elles sont un peu humiliantes, violentes. Le digital trouve sa place progressivement, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Après, c'est aussi quelque chose d'assez dérégulé, le digital. Donc, comment faire pour aussi que ça fasse non plus, parce que quand on lit des articles un peu angoissants de demain, les médecins seront remplacés par des robots, d'une certaine manière, c'est aussi une façon de passer par le digital, donc ça fait froid dans le dos. Donc voilà, il faut. Mais par contre, c'est une réflexion à mener, quoi. Je veux dire, se priver du digital n'a aucun sens dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors, là-haut, d'abord, le monsieur à lunettes, je crois. Oui. Comme vous l'avez dit, il y a du coup 15% de réussite, du coup 85% d'échecs. C'était un choix du coup. 80%, ça dépend si on compte que les médecins, les dentistes, les pharmaciens, voilà, autour de 80% d'échecs. De ne pas montrer de 80% d'échecs. De ne pas montrer 80% d'échecs? Ouais. Moi, j'ai le sentiment que je le montre. Quand on est à Villepinte, qu'il y a 2500 étudiants et qu'on sait qu'il y en aura que 300 qui l'auront, je pense que le sentiment d'échec, il y a quand même. À part un moment où on voit une fille pleurer, on n'a pas vu tout l'échec. Le personnage de Vincent Lacoste, c'est quand même un échec total. C'est la 3e fois qu'il le passe. Il ne l'a pas, à part évidemment cette fin. Pour moi, c'est quand même ça. Moi, j'ai le sentiment que ça raconte ça, quand même. Ça raconte la boucherie pédagogique. Vraiment. Après, voilà, il y a ce coup du sort qui fait que le personnage de Vincent Lacoste va s'en sortir. Mais pour moi, ça raconte quand même ce qui est terrible, c'est que ce gamin, il a la vocation, ce gamin, il rêve de ce truc-là, il est prêt à mettre énormément d'énergie pour devenir un bon médecin, et ça joue à rien. C'est pas juste qu'il est juste mauvais et qu'on se dit, lui, il est condamné à être nul, quoi. Bon, heureusement qu'il ne devient pas médecin. Non, ça joue à quoi? À une ou deux questions qu'il a ratées, à peut-être un coup de stress. Donc, j'ai l'impression que l'injustice de l'échec, il est présent. Et puis quand on voit cette foule, moi quand je vois ces images de Villepinte, ça me fait froid dans le dos personnellement. Je vois ces 2500 personnes à des petites tables, et on sait que de ces 2500, il n'y en aura que 300 qui vont sortir avec la possibilité de passer en deuxième année de quelque chose. Je pense aux 2200 là dans la pièce qui vont rien avoir après un an, après 2 années. 2 années où il n'y aura eu aucun apprentissage d'un savoir intéressant. 2 années de bachotage, d'un apprentissage stupide. Donc c'est ça aussi, c'est que c'est vraiment 2 années de perdu à 18 ans. Je trouve ça dramatique finalement de même pas avoir profité de ces années-là pour apprendre quelque chose qui puisse être utile plus tard. Et même si c'est pas utile en pratique dans un métier, au moins qu'il soit utile pour un tout petit peu grandir intellectuellement. Et c'est vraiment pas le cas. Alors, il y avait une question par là. On va revenir ici, après on remonte. Bonsoir, moi j'ai une question. Si les étudiants en médecine actuels se sentent mal en voyant le film, si les futurs étudiants en médecine pourraient se sentir mal pour leurs études, si les familles se sentent mal pour la personne, si les autres étudiants ne comprennent pas les références et le grand public aussi, le film est pour qui exactement? Moi j'ai l'impression qu'il est pour tout le monde, mais peut-être pour personne. Il fera 0 entrée mercredi prochain, mais moi j'ai toujours l'impression qu'il va parler à tout le monde. Vous savez, quand j'ai fait Hippocrate, on m'a dit, j'ai mis 10 ans à faire Hippocrate, on m'a dit personne n'ira voir un film sur le milieu hospitalier, c'est anxiogène. Personne. Les gens détestent l'hôpital. Les malades n'ont aucune envie de revivre. Les gens, ils ont tous perdu une mère ou une grand-mère à l'hôpital. Et donc ils n'auront aucune envie de voir une grand-mère mourir à l'hôpital dans d'atroces souffrances parce qu'on sera acharné sur elle.
Ceux qu'on les internes, ils n'iront pas voir parce que c'est déjà assez dur leur boulot, puis de toute façon ils n'ont pas le temps d'aller au cinéma. Et ben au final, le film, plein de gens sont allés le voir, et puis il y a des gens qui l'ont aimé, d'autres pas aimé, mais le film a été un succès. Je ne peux pas me poser cette question-là. Vous imaginez, à 4 jours de la sortie, si je commence à me dire, en fait, mon film, il n'intéressera personne. Et ça n'a aucun sens. C'est comme si moi je vous dis, je ne sais pas si vous êtes étudiant en médecine, blogueur ou... C'est compliqué. Mais il y en a 200 des blogs. Vous croyez par quel hasard, miracle, si vous êtes blogueur, je plaisante, mais imaginez, je vous dis, non mais il y en a 250 000 des blogs en France, vous croyez que qui va aller cliquer sur votre blog parce qu'il aura mis dans Google machin truc, que personne connaît votre truc.fr? Il n'y a aucune chance, mais passez à autre chose. Ben voilà, ben si, vous y croyez, vous faites votre blog, vous y mettez du cœur, vous écrivez votre critique de film ou de critique de ce que vous faites de votre vie, vous dites que ça intéresse peut-être 10 personnes, peut-être 100, peut-être 10 000, peut-être 1 million, on n'en sait rien. Mais voilà, ce qui compte, c'est le cœur que vous y mettez à l'ouvrage. Après, s'il y a des gens qui viennent le voir et qui lisent votre blog ou qui viennent voir mon film, tant mieux. Si ça apporte quelque chose aux gens, que ça s'arrête juste à un petit divertissement d'1h30 ou peut-être à beaucoup plus, c'est-à-dire que ça leur permet des jeunes d'échanger avec leurs parents, que leurs parents comprennent un peu mieux ce qu'ils ont vécu, eux de pouvoir dire à leur entourage, voilà, c'était ça ma première année, ou des gens qui n'ont rien à voir avec ça, ou des gens qui ont fait des prépas mais qui se reconnaissent, ou des gens qui aiment bien Vincent Lacoste tout simplement, ou des filles qui sont amoureuses de moi parce qu'elles trouvent canon. Voilà, ça va. Voilà. Et peut-être que c'est ce qui va se passer, peut-être qu'en effet, tout le monde va se dire, ce film il ne me concerne pas. Mais c'est mystérieux. Moi par exemple, un film avec un tueur en série, je ne suis pas tueur en série, je connais personne qui a été tué par un tueur en série, voilà, et pourtant il y a plein de gens qui peuvent potentiellement aller le voir, donc c'est pas, il suffit pas d'être concerné par un sujet pour aller le voir, c'est quand même, ça dépasse, heureusement que le cinéma dépasse ça, j'espère. Vous me donnerez l'adresse de votre blog, hein. C'est quoi, mais dites-moi, profitez-en, c'est un peu de pub. Non? J'ai pas entendu. Ah, vous pouvez pas? Ok. C'est l'occasion de faire un peu de pub pour votre blog. Alors, vous avez déjà posé une question, il y avait, pardon, dans l'ordre, il y avait madame, après on monte là-haut, il y a plein de questions. Il y a les derniers métros, les amis. Ouais, on va prendre trois dernières. On va faire madame, parce que madame elle est souriante, je sens qu'elle va dire un truc. Je fais gaffe, d'abord, au fond, il y a des méchants là-bas. Alors voilà, première chose, effectivement, c'est merci de ce film parce que c'est un temps très beau et qui reste. Donc ça fait partie des films qui restent. Je l'ai beaucoup aimé, d'autant qu'il pointe quelque chose, alors je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais il pointe une absence criante. Une absence criante qui fait partie des premières années de médecine, une absence criante dans le film même, c'est celle du patient qui est dans le film soit mort, soit un organe, soit endormi dans le cas d'Antoine. Mais autrement, le patient n'existe pas. Et c'est juste incompréhensible que dans la logique de rentrer en médecine, on ne prenne pas le miroir qui est celui des personnes malades. Et elles sont où? Voilà, donc en fait, évidemment, c'est super votre analyse parce que voilà, je ne peux pas moi expliquer tout ce que je vais vous mettre dans le film, mais en effet, cette idée de l'absence, en tout cas, que le rapport soignant-soigné est absent de la première année commune aux études de santé, mais parce que dans l'esprit des gens, la première année commune aux études de santé n'est pas une année d'apprentissage du soin, de la médecine, c'est une année de sélection, moi j'appelle un peu pour faire une formule, une année d'élimination, donc il n'est pas du tout question de médecine en fait. À aucun moment. Mais jamais. Alors on pourra se cacher un peu derrière les cours d'anatomie en disant oui on a appris les os de la main, etc. Mais bon, ça c'est le b.a.-ba, c'est ce qu'il y a de plus simple en fait d'apprendre. C'est très complexe en termes de connaissances, mais c'est pas ça qui est compliqué dans la médecine, c'est pas que l'anatomie, ce qui est compliqué, c'est ce que vous avez dit, c'est le diagnostic, c'est le rapport au patient, c'est l'empathie, c'est de s'intéresser à l'autre, etc. Ça mais c'est absent de la première année et c'est très absent du reste des études. C'est juste la pratique médicale, le fait qu'on est projeté dans la pratique médicale, mais ça c'est presque plus le sujet d'Hippocrate, qui fait qu'on s'y confronte et qu'on s'invente notre boîte à outils pour y arriver. Merci en tout cas de votre remarque. Il y a une question, on monte là-haut et après on descend. Parce qu'il y avait une question là aussi, il n'y a plus de questions. Ouais. Ah, et monsieur en chemise blanche, battez-vous et puis bonjour. Dans votre film, vous avez un regard vraiment hyper critique sur le concours de Bassès. Et vous avez l'air de dire là que c'est un peu la pire des solutions. Alors que moi, j'ai plutôt, ayant aussi fait une Bassès,
j'ai plutôt l'impression que, d'accord, c'est vrai que c'est une année difficile, très difficile, où on vit beaucoup de choses, mais déjà, est-ce que dans notre vie, on ne vivra pas des choses plus dures, et est-ce que ça ne forme pas assez... C'est une théorie qu'on entend à un moment donné en film. Et deuxièmement, est-ce que c'est pas un peu la moins mauvaise solution à partir du moment où on a un nombre limité de places pour devenir médecin? Alors, évidemment, je ne suis pas d'accord avec vous. Deuxièmement, c'est très technique, donc on ne va pas faire trop longtemps dessus, parce que ça veut dire parler aussi des alternatives, du fait qu'on pourrait éventer les fameuses alterpaces, des filières qui permettraient de revenir vers la médecine plus tard, en ayant suivi un autre cursus. Donc on ne va pas rentrer dans les détails qui sont passionnants, hein, mais ce n'est pas vraiment le lieu. Juste pour vous dire, non, je ne suis pas d'accord avec la remarque de dire, parce qu'on est résistant, parce qu'on a... En gros, ça prouve notre capacité à supporter le stress, etc., de réussir ce concours. Et comme la médecine, on va être confronté à beaucoup de stress, si c'est un peu ce que vous dites quand même. Finalement, les gens capables de supporter cette, on va dire, la violence de cette première année, finalement, font des bons médecins parce que la médecine, c'est quelque chose de violent. D'accord ? C'était pas ça. Alors peut-être que je me suis mal exprimé. C'est peut-être moi qui m'a compris. C'est peut-être les deux. Est-ce que c'est pas... Non, enfin, dans une vie, c'est pas normal. Bien sûr, après, moi je vous avoue que je trouve ça aussi horrible comme système, mais est-ce que le problème il n'a pas de beaucoup plus haut, c'est-à-dire à partir du moment où on dit on ne peut pas faire plus de temps de médecin. Oui, là vous parlez du numerus clausus, c'est ce qu'il faut l'ouvrir, et est-ce qu'il ne faut pas former plus de médecins? Ça, c'est une question que je me pose aussi, je n'ai pas la réponse. Je pense qu'on n'est pas assez nombreux et qu'on ne forme plus assez de médecins aujourd'hui en France, que la pratique médicale des médecins conformes a changé. Mais néanmoins, moi je pense que la façon dont on les sélectionne n'est pas bonne. Oui. Même s'ils sont peu nombreux à être choisis, je pense qu'on ne les sélectionne pas sur les bonnes valeurs. Oui, je suis d'accord avec vous, et c'est vrai que c'est bête et méchant le concours. Mais ce que je veux dire, c'est que, je veux avoir votre avis, c'est pas un avis que je donne, c'est pour avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez du fait que, parce que moi j'ai entendu aussi ça, c'est vrai que c'était beaucoup des PUPH qui disaient ça, des professeurs en médecine et ça. Ok, c'est très dur, mais dans votre vie, vous allez vivre mille et une choses plus dures. Donc arrêtez de faire un peu les enfants à essayer de rester auprès de votre mère, etc. C'est ça les PUPH, faire les enfants et arrêter vraiment. Ça correspond à ce que j'appelle la violence des études et de l'enseignement dans les études de médecine. Voilà, l'éternel, ouais, c'est violent, et arrêtez de vous plaindre, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'ils disent? Moi, c'est ce que je pense. Ce qu'ils disent, nous, on est passé par là, alors je peux vous dire, les petits gars, vous allez passer par là, vous aussi. Et ça, c'est vraiment, pour moi, le niveau zéro de la transmission du savoir, de l'empathie, Voilà, heureusement tous les PUPH ne sont pas comme ça. Moi, je ne crois pas du tout à ce discours-là. Et j'ai pu y croire à votre âge, et quand j'étais moi-même en train de faire mes études. Et j'ai pu moi aussi mal me comporter parfois avec le petit externe quand j'étais interne en fin d'internat et qu'il y avait l'externe en 4e année de médecine qui ne comprenait que dalle. Et je disais ouais, c'est bon, et je lui faisais faire les tâches. Et franchement, je ne suis pas fier de moi d'avoir fait ça. Alors, madame a déjà posé une question. Il y a déjà un monsieur qui avait des lunettes qui a posé une question. Vous avez des lunettes? Merci, monsieur avec des lunettes. Juste pour rebondir sur sa question, je pense que c'est un petit peu mal formulé. C'est plus vous, en tant qu'ancien étudiant en médecine. Il ne faut pas qu'on rentre dans un débat que technique autour de la médecine, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout en étudiant en médecine. C'est sérieux, c'est complexe. Pour nous, c'est familier, mais c'est complexe. Donc, voilà. Mais tout simplement, quelle serait pour vous la meilleure alternative à la place? Voilà, là on rentre dans un débat complexe. Si vous voulez, on en parle dehors avec plaisir. J'ai des idées, j'ai des envies, j'ai des choses. J'attends que Macron m'appelle pour me nommer ministre. Et voilà, et dès qu'on y va, je vous assure, ça va dépoter, quoi. Maintenant, c'est complexe. On en parle après, parce que peut-être monsieur, je pense qu'il n'a pas fait d'études de médecine. Si. Ah bah alors votre copain, il est blogueur et vous êtes étudiant en médecine, ça sent l'arnaque, votre truc. Allez. Et c'est comme mon copain. Moi, j'ai commencé à interner en novembre. Ouais. Et clairement, en fait, là, le film, il est super. J'ai vécu avec eux. Hein. Comme dit tout à l'heure, mon collègue, j'avais la boule au ventre quand j'ai vu Villepinte. C'était vraiment réaliste à fond. Moi, je me questionnais plutôt sur le film, une relation dans le film entre le personnage principal, Benjamin, et son papa chirurgien. Ouais. C'est-à-dire que vous avez pris deux extrêmes, un triplan qui a eu sa passesse à la dernière place, et le fils de chirurgien qui a beaucoup de facilité, qui a réussi au début du film, il joue aux jeux vidéo, ça n'empêche pas de faire de très bon score. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est la relation
entre le papa chirurgien et le fils, j'ai eu du mal à la comprendre en fait. C'est-à-dire que. Vous avez de la chance, peut-être vous avez eu un papa sympa quoi. Moi je vous assure, à ma place, vous comprenez direct quoi. Mais non, mes parents sont pas du tout médecins, enfin voilà. Voilà, j'aimerais comprendre cette relation. Ouais, je pense que le père de Benjamin, en fait, c'est pas qu'il. Déjà, je pense qu'il veut pas spécialement que son fils fasse médecine, parce qu'en fait, il est nourri par quelque chose que moi j'ai pu connaître avec mon père qui est médecin, c'est la peur de l'échec de son fils. C'est-à-dire que mon père, en fait, je crois qu'il aurait préféré que je fasse pas médecine, parce qu'il flippait que je rate. Il flippait que je rate, donc finalement, il m'a mis vachement à distance. L'idée que je puisse rater et que donc ça rejaillisse un peu sur lui, qu'il soit le père, le médecin dans son entourage où il n'y a que beaucoup de médecins, sa vie amicale c'est des médecins, sa vie professionnelle sont des médecins. D'un seul coup, ah bah, c'est celui qui a le fils, il a raté médecine. Je pense que ça, il le vivait mal. Il se trouve que je l'ai eu. Donc on pourrait se dire, le truc s'arrête à ce moment-là. Non, parce qu'après, est-ce qu'il va faire la bonne spécialité? Manque de peau, il a un fils, il s'intéresse au cinéma. Donc c'était l'enfer pour lui. C'est-à-dire qu'il aurait voulu que je sois à fond dans ma médecine. Et il voyait bien que je le faisais pas à fond. Et donc je pense que c'est un peu ça que j'essaie de raconter. C'est ce père qui met son fils à distance parce que pour lui, c'est pas si simple finalement. Et puis... parce que c'est ce genre de père qui reproduisent peut-être des choses, justement, des schémas dont on parle, des PUPH, des médecins installés, qui ont toujours l'impression qu'il faut être un peu dans l'humiliation. Et puis, ce genre de père aussi qui trouve toujours le copain plus sympa, plus rigolo, ou en tout cas qui se montre toujours dans son meilleur jour avec les copains. Et puis, quand la porte se referme, en fait, il n'est pas si sympa que ça, ou il est toujours un peu humiliant. Mais c'est ce genre d'humiliation contre lesquelles on ne peut pas faire grand-chose, parce que si on commence à se plaindre, on nous rétorque, bah quoi, t'as pas d'humour, ça va, on déconne quoi. Je t'ai dit quoi, que t'étais petit, que t'étais gros, que tu perdais tes cheveux. Je les perdais pas encore à l'époque. Sérieux, ça se voit que je perds mes cheveux ou pas? Non. Donc, il y a des gens qui répondent oui, sérieux, mais je sais très bien que je perds pas mes cheveux. Donc voilà, donc c'est un peu ce genre de père. Mais je vous raconte une anecdote, c'est un peu long, mais voilà, je vous la raconte. Mon père, j'avais hyper peur de lui montrer le film. J'avais peur parce que je pensais, je me suis dit comment il va le prendre quand même. Votre père un peu? Bah oui, carrément. Ouais, d'accord. Voilà. Donc mon père, il vient voir le film. Je filme pas mort, je le prépare avant. Je lui dis attention, hein, le film, c'est quand même, il y a une image du père qui est pas simple et tout, mais c'est une fiction, ça n'a rien à voir avec. Donc je le prépare à fond. Il est chirurgien en plus, mon père, hein. Chirurgien gynéco. Donc quand même, j'ai fait. Et là, il est chirurgien viscéral, donc franchement, il ne peut pas se reconnaître. Donc là, il vient voir le film, et moi, bon, je ne suis pas trop inquiet, parce que je me dis, au fond, s'il est honnête, il va se reconnaître. Il y a un truc qui me fait super chier, c'est la fin. Qu'il ne vienne pas quand son fils il a le concours, ça c'est dur. Et mon père ne m'a jamais fait ça. C'est vrai que quand j'avais des réussites, malgré tous ses défauts, il était là. C'est un père quand même aimant, on est entré de bon terme, j'ai 2 frères, tout va bien. Et mon père sort de la salle et je le vois et il vient me voir. Franchement, j'avais peur hein, qu'il me dise qu'il soit visage fermé. Il dit le film est formidable, j'ai beaucoup aimé, c'est ton meilleur film, un truc très sympa, qui n'est pas trop l'habitude de mon père, donc il dit cool quoi. Puis il me dit ouais, et puis la fin, franchement la fin, ouais je comprends. Il me dit franchement la fin je comprends, un partout. Balle au sang. Ouais, cool, quoi, qu'est-ce qui se passe? Et là, il me dit, ouais, bah oui, t'as mis ta façon à toi de raconter quand t'as fait la projection de ton premier long métrage, donc en 2008, il y a 10 ans, premier long métrage, première projection, c'est un truc hyper important pour moi. Je suis médecin, je fais un film de cinéma qui sort en salle. Mon père, il me dit, ouais, c'est vrai que j'étais arrivé avec 45 minutes de retard. Le film faisait 1h17, hein, donc il avait une demi-heure de film de son fils qui fait un film de cinéma. Le truc, j'avais mis ma vie là-dedans, quoi. Et j'avais complètement occulté ça, qu'il était arrivé avec 40 minutes de retard, qui avait été un drame en fait. Hein. Pendant 2 ans, j'en avais la boule au ventre. Mais je l'avais oublié. Et en fait, c'est réapparu dans le film, de façon totalement inconsciente. Et quand mon père a vu le film, il a dit ok, normal, quoi. Vengeance du fils, quoi. Et voilà, et donc c'était super, parce que finalement, voilà, ce père, il n'est pas loin de ressembler à mon père. Mademoiselle. Vous montrez bien avec le film un peu les défauts de la sélection, tout ça. Mais je ne sais plus comment ça s'appelle, Vincent Lacoste. Antoine. Est-ce que vous pensez qu'un étudiant comme ça qui passera des tests triplant, après on a quand même des scènes, bon, peut-être pas les prochains, mais en tout cas nous on va y avoir,
est-ce que vous pensez qu'après, dans la suite, même s'il fait un très bon médecin avec beaucoup d'empathie, il réussirait à assumer les, je sais pas combien de collèges qu'il va falloir apprendre et tout le travail qu'il va y avoir à faire? Mais grave, mais moi, mais si vous n'imaginez pas, moi, les exemples que j'ai dans mon entourage, mais moi, j'ai des gars qui ont galéré comme des malades, mais quasiment toutes leurs études, et qui, au final, font des belles carrières, que ce soit des carrières d'un point de vue de la notoriété hospitalo-universitaire, ou des carrières plus lucratives, peu importe. J'en connais plein. Moi, j'étais un des plus brillants. J'ai eu du premier coup, j'étais 61e. Après, c'était facile pour moi. Et au final, moi, les fameux collèges dont vous parlez, moi, à l'époque, il n'y avait pas le CN, c'était l'internat. Le concours de l'internat, ce qui veut dire la grande différence, c'est qu'on n'était pas obligé de le passer. Si on ne le passait pas, on devenait médecin généraliste. On faisait le résidanat en médecine générale. Moi, j'étais dans les dernières années, c'était comme ça. Mais j'ai même pas passé l'internat. Je peux vous dire, moi, les confs, les collèges, les machins, je les ai même pas lus. Ça fait pas de moi un très grand médecin, je suis bien d'accord. Alors que tous les espoirs étaient en moi, hein, franchement. Donc moi, je ne crois pas du tout à ça. On peut l'avoir ric-rac et devenir un très bon médecin. On peut être major au concours de première année et finalement devenir un médecin médiocre. Ou pire, c'est pas être un médecin médiocre, mais à quoi on met au service sa connaissance. Le bon médecin, c'est celui qui met sa connaissance au service de l'autre, au bon endroit. C'est soit être un grand chercheur, soit faire une belle carrière hospitalo-universitaire, soit faire une carrière libérale, mais voilà, où on aime ses patients, on s'occupe bien d'eux, les patients sont heureux et sont bien soignés. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, il y a une crise de la pratique. Vous êtes peut-être une étudiante brillante, j'ai bien compris que vous avez des études de médecine, et il y a énormément d'étudiants brillants, mais qui, au final, arrive le moment où il faut pratiquer, et puis ils ne sont pas dans leur élément quand il s'agit de pratiquer. Donc c'est pas si simple que ça. Évidemment qu'il y a plein de gens qui vont réussir brillamment ce concours et qui vont être des médecins brillants, mais je pense qu'on peut aussi le rater. Et vous me parlez d'Antoine, qui finalement réussit dans mon film, mais dans les 2200 là, qui ne vont même pas aller en deuxième année, il y en a plein qui auraient été des bons médecins et qui auraient tout à fait été capables d'apprendre les collèges. Mais moi, j'écoute pas les questions, hein, je réponds au hasard en fait. En fait, je réponds n'importe quoi, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Des bons médecins ou pas. Ah, pardon. Est-ce qu'il va être capable? Mais oui, en fait, c'est que du coup, oui, en fait, ça fait de la peine limite son passage, au sens où c'est un semi-happy ending, parce que c'est trop bien qu'il passe, et ça aurait été horrible qu'il ne l'ait pas après 3 ans et tout ce qu'il a fait. Mais c'est que finalement, en fait, si on veut que les choses soient saines, c'est limite malsain en fait qu'il passe. Parce qu'il a fait un burn-out en T1, et qu'après, il a toute la suite, et ouais, mais moi je comprends ce que vous dites et je suis un peu d'accord avec vous, donc je ne vais pas par esprit de contradiction vous contredire, mais en fait, il y en a plein qui réussissent ou qui réussissent avec difficulté ou pas de difficulté et qui sont aussi en souffrance plus tard. La souffrance, moi j'étais en souffrance pendant mes études de médecine, mais personne ne l'a vu et moi le premier, je ne le savais pas. C'est qu'après que je l'ai compris. C'est aussi pour ça certainement que je faisais du cinéma, que j'avais besoin d'essayer de faire des films et d'arriver à faire autre chose que médecine, parce qu'au fond, je souffrais. Mais je ne le savais pas que je souffrais. Et c'est ça la difficulté. Évidemment, quand on fait un burn-out, c'est évident, on est hospitalisé, tout le monde est au courant, c'est le drame. Mais il y a énormément d'étudiants en médecine, finalement, qui souffrent en eux et qui ont une forme de mal-être et qui n'arrivent même pas à l'exprimer. Donc je pense que c'est très complexe. Mais je comprends ce que vous dites sur le personnage que joue Vincent Lacoste. En effet, peut-être qu'il va craquer 6 mois plus tard à nouveau. C'est possible, peut-être. On va prendre deux dernières questions. Deux dernières, on dit? Allez, deux dernières. Allez. Alors, que les questions, ça va. Ouais. Ah, mais là, c'est que des gens qui ont déjà posé des questions. Qui a pas? Juste pour. Pardon, c'est juste pour. Voilà, vous posez une question. Moi, c'est une critique positive. Je bien. Du coup, j'ai bien aimé le fait qu'en fait, le personnage, donc c'est Antoine et l'autre c'est Benjamin. Ouais. Que Benjamin, finalement, il n'a pas toutes ses chances parce qu'au lycée, il a de l'orientation, il n'a pas l'air de trop savoir ce qu'il fait. Et finalement, on va voir qu'il va s'épanouir dans les études de médecine. Et juste ça, voilà. Mais en fait, ça me plaît comme idée, parce que c'est un truc que j'ai essayé de faire. Parce que vous savez, il y a cette idée que on me dit souvent, ah bah oui, il y a celui qui a la vocation, qui est Antoine, et puis il y a Benjamin qui n'a pas la vocation. Moi, je ne crois pas, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. En effet, il y a deux personnages, et puis j'ai pris deux extrêmes, j'ai essayé de... J'ai poussé le curseur à fond, etc., parce qu'on est dans la fiction. Mais moi, je ne crois pas que la vocation, on l'a. On peut penser qu'on l'a. Ça ne veut pas dire qu'on croit qu'on a envie d'être médecin depuis qu'on a 6 ans, qu'on a vraiment envie d'être médecin. Je crois vraiment que la vocation, c'est quelque chose qui s'apprend et qui se découvre,
qui se découvrent. Moi, j'ai plein de copains qui ont fait leur première année de médecine, pas pour des très bonnes raisons, puis une deuxième, et puis progressivement, la vocation, elle a grandi en eux. Elle a grandi, elle peut grandir, et c'est vrai dans tous les domaines. Dans tous les domaines, quand on fait du cinéma, et qu'on commence à faire du cinéma, voilà, la vocation, elle peut naître, elle peut grandir, cette envie de faire des films. Pareil quand on est acteur, pareil quand on fait des métiers d'artisanat, pareil dans tous les métiers. Les universitaires, les mathématiciens, les profs de lettres, etc. Ils ne sont pas en terminale, ils ne se sont pas dit « Ah, moi, mon rêve, c'est d'être universitaire en mathématiques ». Mais ils sont rentrés dans une fac, ils ont peut-être fait une école d'ingénieur, peut-être je ne sais pas quoi, ils ont fait après l'université, puis progressivement, c'est né la vocation, l'envie de transmettre leur savoir, progressivement. Et je crois que c'est ça le problème de cette première année, notamment de communauté d'études de santé, c'est qu'elle ne participe pas du tout à faire naître la vocation. Et c'est dommage, c'est ça qu'on devrait aussi avoir, c'est que progressivement l'étudiant commence à... Et il a envie de ça, l'étudiant, il a envie de ça. Parce que là, dans le film, au début, il est sur ses jeux vidéo ou quoi, et après, il travaille jusqu'à travailler dans la douche. Ouais. Et donc, du coup, ça se trouve, après, on n'a pas la suite du film, mais peut-être que finalement, il va avoir le goût des études, il va faire d'autres études supérieures, et finalement, la bassesse lui a donné le goût des études. Ah ben peut-être, en effet, c'est possible. En tout cas, c'est quelqu'un de brillant, et je pense qu'il a des chances de pouvoir réussir dans plein de domaines. Ouais. Ah, c'est vrai. Alors, est-ce qu'il y avait encore une question en bas, entre le jeune homme et la dame? Moi, c'est pas sur le film, mais ça peut attendre dehors. Alors, et le jeune homme alors. C'est la dernière, attention, hein. C'est vraiment une super question. La salle jugera de l'intérêt de cette dernière question. Vous êtes médecin, ça prend du temps, et vous êtes aussi réalisateur, et ça prend beaucoup de temps. Et j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous gérez ça, comment est-ce que c'est venu petit à petit, est-ce qu'on a la place pour une grosse passion comme ça? Je mets 9 sur 10. 9 sur 10. Non, c'est pas mal comme question pour finir. En fait, il n'y a pas du tout l'idée que parfois les gens ont que j'ai fait des études de médecine, je suis devenu médecin et après j'ai voulu faire du cinéma. Je voulais faire du cinéma et je suis allé faire cette première année de médecine pour les raisons de Benjamin un peu. Et puis je me suis pris au jeu, la vocation a quand même grandi, j'ai épousé aussi le désir des autres autour de moi qui avaient tellement envie d'apprendre ce métier, j'ai eu envie de l'apprendre avec eux. Et puis c'est devenu ma vie, ma réalité sociale, tous ces jeunes gens qui étaient autour de moi, avec qui j'ai commencé à créer du lien. Et donc voilà, j'ai grandi dans ces études et j'y ai pris du plaisir. Et dès la deuxième année, c'est vrai certainement parce qu'il y avait une forme de souffrance et de mal-être que j'ignorais. J'ai eu besoin qu'il y ait autre chose dans ma vie. Et comme avec les filles c'était un peu compliqué, non, j'avais besoin qu'il y ait autre chose dans ma vie et c'était le cinéma. Et parce que j'aimais ça, et puis parce qu'un peu les hasards, voilà, ça a été... Et j'ai commencé à faire des courts-métrages. Au début, totalement de façon très amateur, et puis progressivement, ça s'est professionnalisé. Et puis, de fil en aiguille, il y a eu un premier long-métrage, le fameux où mon père est arrivé avec 45 minutes de retard, vous n'avez sûrement pas vu, qui était avant Hippocrate, qui s'appelle Les Yeux bandés, qui est mon premier film, qui est un chef-d'œuvre évidemment, que 3000 personnes ont vu en France, c'est dire l'échec commercial du truc, mais le film était assez sympa, et surtout, pour l'anecdote, j'ai fait le tournage, j'ai commencé le tournage le lendemain de la soutenance de ma thèse de docteur en médecine. Tout ça pour dire que vraiment, j'ai toujours mêlé les deux dans ma vie. Les deux ont toujours été et se sont toujours faits de façon concomitante. Ben, merci beaucoup. Vraiment, réellement, depuis 3 ans. C'est vrai que j'ai jamais arrêté de la pratiquer. Ça fait 3 ans que je la pratique plus, où je me suis mis en indisponibilité, mais je faisais des remplacements de toute manière. Je fais partie de ces médecins qui ne sont jamais installés, quoi. Un peu des médecins à mi-temps, voire à quart temps, voire à 8e de temps. Et là, juste depuis 3 ans, je n'ai pas trouvé le temps de refaire des remplacements. Merci beaucoup. Donc.